25 décembre 2018 et ce deuxième volet de l'autopsychanalyse en terrain découvert, c'est-à-dire en quelque part sans trop de contrôle, sans trop de sélection. Et simplement, sans préparation réelle, j'étais en train de parler avec quelqu'un, puis je bascule directement, alors que normalement, dans une séance comme ça, on imaginerait avec, comment dire, quelqu'un qui vous introduit et vous prenez place, etc. Et, et même avant, vous y pensez, vous visualisez la situation. Là, évidemment, il n'y a pas de déplacement. Et c'est important, cette histoire de déplacement, dans le sens où on est dans ces lieux familiers. Juste à côté de moi, il y a mes draps, les choses qui me protègent du froid et qui me permettent de continuer de vivre. Quelque chose de terrible dans la vie, c'est le froid de la nuit. Quand on a froid jusqu'au plus profond de soi-même. Ce froid qui vous oblige à vous retourner sans cesse. Le froid de la nuit est largement sous-estimé parce qu'on souvent on ne le rencontre pas. On rencontre le froid du jour, mais le froid de la nuit est largement. Évidemment, il y a cet aspect physiologique qui est la baisse de la température corporelle qui participe du phénomène qui aggrave le phénomène de refroidissement. Et donc la chose, c'est que voilà la chose dite, quelle est finalement quelle est la fonction des mots. Je voulais en fait, j'ai pensé à une question, c'était qu'est-ce qu'on veut de la vie. Mais finalement aussi la question qui est aussi importante, quelle est la fonction des mots. Pourquoi est-ce qu'on utilise des mots pour s'adresser, nous adresser les uns aux autres, et pourquoi les mots sont utiles, fonctionnels et mais aussi quelquefois peuvent se révéler largement défaillants ou même un peu contre-productifs. Dans la panoplie de mots que nous avons à notre disposition, quelquefois nous avons tendance à recourir aux mêmes mots, comme nous pourrions aussi avoir tendance à raisonner de la même façon. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on ne peut pas échapper. C'est comment nous voyons le monde. Nous le voyons toujours un peu de la même façon, comme quelque chose que je reproche à quelqu'un de voir le monde en binaire. En binaire, donc une sorte de dualité. J'ai oublié un terme plus savant, mais en tout cas, il y a une dualité. Alors, ce n'est pas la dualité entre le bien et le mal, mais c'est la dualité entre le bon et le mauvais, la dualité entre le beau et le laid, le lait, et la dualité entre ce qui est quelque part acceptable et ce qui ne l'est pas, et puis la dualité entre moi et le monde, moi et ma vision et le monde. Moi j'ai ma vision et elle ne correspond pas, évidemment, je suis porteur d'une vision et qui est différente de celle de tout le monde, parce que moi je suis quelqu'un de bien particulier et ma vision, c'est ma vision dont je suis fier et que j'affiche partout. Et ce que moi, je juge, mes jugements sont dans une certaine façon des jugements toujours judicieux. Et si je dis qu'une chose est bonne, c'est qu'elle est bonne. Et si je dis qu'elle ne l'est pas, elle ne l'est pas définitivement. Voilà un peu la façon de présenter et d'interpréter les choses que je reproche à une personne à laquelle je pense en particulier. Mais je pense que le raisonnement binaire est quelque chose de partageable par beaucoup de gens. Donc, mais on peut vouloir s'extraire de cette facilité ou de cette tendance-là, et en même temps, malgré tout, malgré qu'on essaye d'introduire de la complexité et de nuancer, surtout un terme très intéressant, la nuance, à d'autres moments, il y a eu le terme de relativiser.
a eu un grand succès, relativiser, c'est amoindrir. Quelque part, ça a tendance à faire penser à cela. Alors que le fait de nuancer, c'est introduire plus, c'est même introduire, enrichir. Même, comme on parle de réalité augmentée, augmenter un peu le potentiel d'intéressement d'un phénomène. Donc, nuancer une pensée, nuancer une approche, nuancer une vision, nuancer un système d'explication, d'interprétation du monde, nuancer une pensée. Une pensée peut s'illustrer d'une certaine façon, peut se manifester d'une certaine façon, puis se révéler finalement pas tout à fait la multiplicité de ces aspects, elle ne peut en révéler que certains, et puis ce que je voulais dire, c'était pas ça. Donc pour rester sur le nuancement, une pensée en nuance, une pensée qui chercherait à rester en nuance tout en, d'une certaine façon, en s'avouant plus ou moins vaincu d'avance, puisque ce n'est pas évident. Là où il peut y avoir un système d'auto-persuasion, on pense qu'on est en nuance, et en fait on est encore dans dans un système de catégorisation et qui est rigide. La nuance pour éviter la rigidité et pour éviter la fixité dans le jugement et dans l'interprétation. Après, c'est pas parce que nous affirmons des choses qu'elles ont une réalité qui est extérieure à nous-mêmes, qu'ils ont une réalité objective. Nous avons toujours cet art que notre objectivité ou supposée objectivité n'est part de nous et quelquefois elle nous revient. Elle n'est pas généralisable, elle n'est pas extensible, extensable, je ne sais pas si c'est bon à dire, si c'est correct. En tout cas, le problème, donc les mots des gens peut-être n'ont pas besoin de beaucoup de mots pour parler d'eux-mêmes, du rapport qu'ils ont au monde, de la facilité qu'ils ont ou pas à vivre et à exister. Mais d'autres peut-être parce que c'est quelque chose qui est en eux, parce que c'est comme ça ils ont grandi, je ne sais pas comment, ils sont un peu euh, atteints par cette maladie de l'explication de l'inflation dans les mots. Je me rappelle, quelqu'un avait critiqué ce que je fais, donc cette prise de parole, en disant, c'est parce qu'à un moment donné, j'y avais mis un arrêt. Il y a, il m'avait dit, tu as arrêté le robinet. C'était une manière de dire, tu as arrêté le robinet, c'est évidemment, c'était péjoratif dans le sens où je ne contrôlais plus, j'avais une parole que je laissais déborder et maintenant elle est arrêtée. Donc j'ai mis fin au débordement. Et évidemment le terme de l'inflation, débordement dans le sens où j'étais presque hors contrôle. Quand vous avez quelqu'un qui vous connaît et qui vous traite de quelqu'un de presque délirant, il y a là quelque chose d'offensant, il y a là quelque chose de blessant, il y a là quelque chose qui est problème potentiellement, elle est plus nuisible elle est largement, c'est-à-dire que il y a des coûts ou des nuisibilités qui se produisent comment dire, à plusieurs, comme pour les répliques d'un séisme, plusieurs fois. Et ça fait quand à un certain moment vous avez une défaillance dans l'idée que vous faites de vous-même, et puis voilà, il y a quelque chose comme ça
s'ajouter pour vous confirmer dans cette mauvaise appréciation que vous avez de vous-même. Donc, comme on dit, celui qui n'a pas quelque chose de bien ou de bon à dire, qu'il se taise, qu'il garde ses saletés et ses grossièretés pour lui, au fond de lui-même. Tout ce qu'on peut dire ou écrire n'est pas bon. C'est pas parce que le droit à la parole, le droit au mot, le droit, c'est pas parce qu'on a un droit qu'on doit l'exercer de façon systématique, etc. Bien sûr, il y a la liberté de critiquer, de commenter, même je sais pas, mais il faut faire attention. L'être humain est un être et par essence à mémoire et à quelqu'un euh, qui imprime des choses, qui les retient. Et voilà, donc finalement, non, je ne pense pas que qu'on soit dans l'inflation ou dans le délire, dans le sens où on aimerait être dans le délire. C'est ça le problème. Dans le délire productif, créatif, que quelque part, on cesse de contrôler, on cesse de superviser. Il y a le mot libre, comme pour ce qui est de l'écriture libre. Je l'ai essayé, c'était bon, c'était ce que ça a été, mais on peut, donc là c'est les mots, on peut dire je me lance et je me lance de façon, c'est-à-dire hier j'ai parlé donc du contrôle et de la figure de l'autorité, etc. Et j'avais omis le terme de surmoi. Il y a toujours quelque chose, un aspect de ce surmoi qui va être à l'œuvre pour faire en sorte que la parole obéisse ou respecte comment dire, qu'elle elle se préserve. Quand nous, si jamais quelqu'un prend la parole de façon libre, totalement libre, il peut être amené à le regretter puisqu'il pourrait justement dire des choses totalement offensantes, totalement hors cadre moral, hors cadre qui, quelque part, il pourrait atteindre aux lois et à toutes les lois et à ce moment-là devoir en payer le prix. Donc le contrôle est là pour garder une certaine normativité, mais il n'y a pas. Donc, fondamentalement, euh, prendre la parole, bien sûr, ça a un aspect presque superflu. Au lieu de parler de délire ou de choses un peu anormales, il faut parler de côté fonctionnel, productif. Moi, c'était de garder une certaine mémoire, un certain rapport aux mots. Donc, et voir si ma mémoire est capable de convoquer des termes que je sens que je ne les utilise jamais ou que je sens que je vais perdre parce que pour des raisons d'âge, je vais plus avoir à ma disposition et puis même comment dire, l'intérêt pour la prise de parole dans le sens où donc au niveau de la mémoire euh, il y a donc les mots, les concepts, j'ai oublié ce que je voulais dire, donc la lutte contre le déclin cognitif, mais aussi c'est ce qu'on est. En fait, c'est pas ce que je voulais dire, mais je me rattrape comme ça. C'est ce qu'on est. C'est toute la quintessence de notre existence. Tout ce qu'on a mis en réserve, tout ce qu'on a accumulé, et d'une certaine façon euh, va se concrétiser en mots.
euh, l'occasion n'est pas toujours donnée à tout le monde de pouvoir parler et de parler de façon, c'est-à-dire de prendre la parole sans être interrompu, comme dans l'autopsychanalyse ou la psychanalyse tout court, mais aussi, évidemment, je ne parle pas d'être contredit, c'est juste interrompu, mais aussi il y a divers types de prise de parole. Il peut y avoir aussi cette parole sans qu'on l'ait à l'ostracier, sans qu'on ait à la diminuer par des choses simples, tu es délirant. En attendant, euh, voilà, donc le problème est là. Donc ceci est réglé. Ceci est réglé. J'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à cette apostrophe, par rapport à cette chose. Ah, mais bon, comment en fait finalement réduire au silence un, une critique ou un propos. Comment, non pas refouler, mais oui, c'est ça, réduire au silence. Comment en fait faire diminuer la chose jusqu'à ce que elle ne soit plus visible, mais quand même on la réduirait à un niveau atomique ou subatomique. Et c'est pas évident. Voilà, donc quelque part, il faudrait, comme on parle de contrôle, il faudrait avoir des gens référents à qui on s'adresserait. Tiens, j'appelle. Pourquoi tu appelles? Ah, j'appelle parce qu'il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit et qui a tendance à me perturber. Cette chose-là, c'est quelque chose que quelqu'un m'a dit quand j'avais, par exemple, il y a 40 ans. Pourquoi c'est revenu? Je me pose la question. Pourquoi ça revient comme ça, d'un seul coup? Quelqu'un qui m'a maltraité, qui a été injuste envers moi, et face auquel je ne suis pas défendu. Donc, situation comme ça qui reste, évidemment, on peut pas y toucher, elle est là, comme ça, inchangée, mais elle peut revenir comme ça, surgir. Par quel mystère elle se ressurgit. Voilà, et donc, appelle quelqu'un, stop. Donc tu m'as dit, j'ai entendu ça, cette histoire, tu me l'as déjà racontée, donc je suis au courant. Qu'est-ce qu'on peut faire contre cette histoire? Contre-attaque, délivrance de médicaments, délivrance euh, euh, d'un antidote. Voilà, donc, stop, c'est une broutille. Ça peut avoir l'impression d'être quelque chose de fondamental et c'est une broutille dans la vie d'un individu. La vie d'un individu, comme, je ne sais pas, quelqu'un qui passe sous la branche d'un arbre, la branche d'un arbre lui fait mal, le gifle. Évidemment, moi je pense à cette histoire d'un roi qui a été tué par la branche. Donc je dis, évidemment, je ne suis pas un roi et la branche qui m'a giflé ne m'a pas éborgné, ni tué, ni rien. Donc on peut dire, est-ce que quelque part, d'une certaine façon, une branche aussi peut mettre votre vie en danger? Mais est-ce que je vais me rappeler toute ma vie de cette branche? Et donc à un moment donné, là aussi, il y a quelque chose qui est survenu, je la contextualise et je l'évacue, mais en même temps, celui à qui je vais dire la chose va me dire, tu as de la valeur. Tu as de la valeur, ce n'est pas toi. Cette chose-là, ce n'est pas toi. À un moment donné, quand on parle de registre pour un comédien, tu as en toi des registres différents. Tu as en toi des registres dans lesquels va peut-être s'illustrer une certaine forme de soumission, une certaine forme comment dire, de sidération, une certaine forme de, quelque part, de non-réactivité. Comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire, accepter le manque de réactivité et réactivité à la hauteur de l'atteinte? Mais tu as en toi aussi ces registres-là, je te les rappelle, des registres qui sont valorisants, qui doivent être perpétuellement en travail pour maintenir un peu, maintenir à l'écart tout ce qui peut, comme ça,
remonter du fond de la mémoire comme situation malaisée, situation embarrassante, situation humiliante, etc. Donc il faut on revient sur une phrase totalement euh, archi utilisée, il faut faire la part des choses. Donc, entre ce qui est devenu, ce qui doit être considéré comme accessoire et ce qui doit être défendu et maintenu comme principal. Et là, je retombe sur une question que j'ai en tête depuis, etc. Et cette question, qu'est-ce qu'on veut de la vie? Et qu'est-ce qu'on veut de soi? Qu'est-ce qu'on veut de la vie? Qu'est-ce qu'on veut de l'autre? C'est quoi la vie pour nous? Problème quand on parle de la vie, et moi particulièrement quand je parle de la vie, je ne peux échapper à l'associer avec la mort. La mort qui est une chose particulière, mais qui fait en sorte de vous réduire à moins que rien. Si vous avez une idée de vous-même, une idée pas tellement valorisante, quand vous mourrez, vous êtes moins que ce que vous étiez vivant. Dans le sens où vous ne pouvez même plus, d'une certaine façon, réclamer de la dignité. Un mort, c'est un déchet. C'est pas plus qu'un déchet. Qu'on évacue le plus vite, ça dépend des civilisations, mais qu'on évacue très vite et qu'on va enterrer à la manière la plus primitive possible, c'est-à-dire dans un trou de terre. Comme, je me rappelle, j'avais enterré un pigeonneau qui était mort, je l'avais enterré à côté de la tombe de mon grand-père paternel. Donc, c'est la même terre. J'y ai enterré donc ce pigeonneau. Et voilà, donc le même sort réservé aux êtres dits supérieurs, aux êtres dits juste animaux, juste des machines. Et voilà finalement la chose, qu'est-ce qu'on veut de la vie? Qu'est-ce qu'on veut de la vie en fonction de nos besoins qui sont pas toujours évident. Nous avons, comme la chose que nous avons avec rapport avec ce qu'on peut appeler les aliments dangereux, qui nous procurent de la satisfaction. Comment négocier entre le bon plaisir ou le plaisir à l'instant et le risque qu'on prend sur le moyen ou le long terme. Quand vous avez quelque chose qui plaît à vos yeux, qui plaît à votre langue et qui vous procure une satisfaction, comment faire? Voilà, donc ça c'est de l'ordre de la satisfaction, j'allais dire gustative, la satisfaction un peu primaire. Après, on a du mal, en fait, finalement, d'abord à déterminer ce que nous sommes réellement, ce que nous pouvons faire et ce que nous allons faire. Nous avons quelquefois une idée brumeuse ou embrumée sur ce que nous sommes. Nous avons du mal à nous définir. Et à ce moment-là, quand nous avons du mal à nous définir, nous avons encore plus du mal à définir ce que nous pouvons maîtriser et ce que nous devons considérer comme immaîtrisable par nous. Et donc finalement, donc déterminer ce en quoi je puis être productif et utile, etc. Et ce qui doit rester hors de moi. Je n'y vais pas parce que si je pense à la chimie, je ne suis pas intéressé par la chimie, je n'ai jamais été intéressé par la chimie. Donc la chimie, c'est un domaine important, essentiel, vital, mais je le laisse à d'autres. La chimie, c'est pour m'enseigner, et encore, sur la composition, les intrants chimiques dans telle ou telle chose, tel ou tel aliment, tel ou tel aspect de la vie, et c'est tout. Après, je ne vais pas plus loin. Donc, je ne regrette pas de ne pas avoir été chimiste
nullement, d'aucune façon. Après, physicien non plus. Ça m'intéresse pas spécialement la physique, ni la physique des solides, ni la cosmologie, ni rien. La physique ne m'intéresse pas spécialement. Ça m'intéresse de savoir qu'on a découvert évidemment une chose, qu'on a compris le fonctionnement, etc. Mais pas plus. Après, je m'intéresse à la multiplicité, pas à un aspect des choses, mais à la multiplicité. Quelque chose dont j'ai parlé hier à quelqu'un, c'était par rapport à ces mythes, à ces vers de farine qui se mettent ensemble quand ils éclosent dans un aliment. Quelquefois, il leur arrive de sceller l'entrée, l'ouverture du pot ou l'ustensile dans lequel ils sont. Par exemple, ça m'est dernièrement, c'était une ouverture, enfin un contenant qui était rond, donc ils ont fait ça en arrondi. Et une autre fois, ça avait été rectangulaire et c'était beaucoup plus important, alors que là, c'était petit. Mais en tout cas, comment font les vers de farine pour travailler ensemble pour cette tâche-là? Et puis après, question subsidiaire, comment font-ils pour vivre alors qu'en fait, ils ont limité les échanges entre eux et le milieu extérieur, c'est-à-dire avec la même quantité au départ d'oxygène, etc. Comment finalement, par exemple, on pourrait même dire, comment font-ils pour évacuer l'excès de chaleur, l'excès d'humidité, etc., etc. Et donc finalement, il y a là une question à laquelle la physique ne répondrait pas, la chimie ne répondrait pas, peut-être il faudrait voir du côté de l'entomologie ou je ne sais pas quoi d'autre. En tout cas, euh, la question, l'intérêt, c'est l'intérêt pour la question, toutes les questions. Alors on peut commencer comme ça à avancer, mais à un niveau, c'est-à-dire à un niveau tellement bas qu'on a besoin de continuer cela. Et, et à ce moment-là, on détermine comment dire, non pas par discrimination, mais il y a un terme que j'ai oublié, on écarte, non pas on supprime, quelquefois là avec les mots, et par élimination. Voilà, oh, j'élimine ceci, puis finalement, ce qui reste à la fin, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui pourrait justifier mon existence, ce dans quoi je peux m'investir. Et finalement, le problème, c'est ce type de questions, on les commence à les élaborer et à les élaborer de façon un peu approfondie qu'après coup, qu'après, à la fin, quand on a cessé quand on est passé de l'autre côté, quand on a basculé et qu'on n'est plus tellement en capacité d'être utile, actif, parce que physiquement, parce que, etc., etc. Pourquoi les questions essentielles ne viennent-elles pas quand on en a besoin, le plus besoin? Est-ce que la psychanalyse et l'autopsychanalyse, elle est la meilleure voie pour pouvoir arriver à cela? Je ne sais pas. En tout cas, moi, il y avait cette chose qui s'appelle l'enseignement et ça m'avait quelque part maintenu toujours un peu, j'étais un peu pas très assuré de moi-même. Je me disais, comment tu vas pouvoir produire du discours? Je me rends compte que malgré évidemment toutes les faiblesses de ce que je peux défendre, évidemment je sais qu'il y a plein de choses qui n'ont aucun intérêt ou qui n'ont peut-être même pas d'intérêt pour moi-même parce que peut-être ils peuvent être de la répétition, mais peu importe, c'est pas parce que ça n'a d'intérêt pour personne, c'est juste quelque part, ça illustre un peu le propos, c'est-à-dire que je suis capable d'articuler des mots, de tenir un discours, c'est chose que je pensais impossible. Il me disait, tu ne sauras pas maîtriser les mots. Et quand à un moment donné, je me rappelle, le, me rappelle quand on écoute souvent des choses, ce qu'on a à faire quand quelqu'un fait une conférence, beaucoup de l'usage de synonymes. C'est un peu. Alors, je te cite tout le synonyme de mot parler.
parler, s'exprimer, articuler, tenir un propos, et donc 3 ou 4 comme ça synonymes, alors qu'on pouvait se contenter, on peut se contenter. Là, ça permet peut-être, cette production de synonymat, ça permet peut-être de, de, de reprendre son souffle, de pouvoir passer à autre chose. C'est un moment, peut-être au niveau de l'esprit, un moment qui permet, comme pour pouvoir faire un saut, on fait, comment dire, comme pas pour l'humain. L'humain peut-être contrairement à d'autres, ne, ne, ne produit pas il n'a pas cette capacité de mettre sous tension ses muscles pour pouvoir faire un saut ou quelque chose, se projeter. Mais on dirait qu'il y a une mise sous tension qui se produit pour pouvoir aller à la phrase ou au propos suivant. Et donc, le fait de s'exprimer en synonymisation, ça permet d'avoir cette, de pouvoir de nouveau continuer. Et donc le propos, il n'est pas mis en échec. La suite du discours, le déroulement est possible. Comme ça, on peut tenir pendant un certain temps, suffisamment longtemps, pour donner l'impression qu'on a été un conférencier digne de cela. On a été un producteur de quelque chose et qu'on est qu'on a été en capacité de le faire, évidemment, contrairement à d'autres qui attendraient, qui peut-être le feraient plus tard, qui attendraient leur tour, qui devront attendre leur tour. Donc, mais il faudrait donc, on serait en fait finalement, on deviendrait en capacité d'enseigner qu'à partir d'un certain âge. Peut-être que d'autres vont y arriver plus tôt, mais il faut accumuler de l'âge pour pouvoir produire du discours. Et là, ce n'est plus de l'autopsychanalyse, c'est autre chose. Alors, le propos, est-ce qu'il doit être encadré par quelque chose, on va dire, de l'ordre du dogme? Ça, c'est de l'autopsychanalyse, et ça ne l'est pas. Ça, c'est du hors sujet. Il faut rester lié, pour, comment dire, vraiment organiquement lié au thème. Voilà, donc, et on cherche des choses, on cherche. Alors c'est ça, donc tout à l'heure j'ai parlé de la question, maintenant c'est le statut de chercheur. Là aussi, enseignant-chercheur. Et c'est là le problème, c'est la recherche, le cherchorat. Donc, le fait d'être dans la quête c'est la question, on n'en sort pas. Chercher, rechercher, questionner, quêter, c'est la même chose. Et en fait, on est au-delà du statut du chercheur académique, on est autre chose. Et on est réellement un chercheur. On n'est pas autour d'une question parcellaire, d'une question qui ferait partie d'un ensemble plus grand, répondre à une problématique peu spécifique, etc. Non, on est dans la question. La question, la recherche, à la recherche d'une réponse. Une réponse globale, parce que les choses sont globales. Non, elles ne sont pas, bien sûr, quelquefois pour les comprendre, il faut les subdiviser. Mais les choses sont globales. Quelle est réellement, si la question peut être posée, quelle est réellement la chose dont nous pouvons nous prévaloir? Est-ce que nous sommes ce que nous disons que nous sommes, ou est-ce que nous sommes plus que cela, ou moins que cela? Est-ce que nous sommes dans une sorte de rêve éveillé? Est-ce que nous pouvons légitimement prétendre à quelque chose, ou nous devons un peu dire que finalement, tous les efforts que nous pourrions faire mènent à une seule issue. Il n'y a pas d'effort qui puisse être payant
réellement. Beaucoup meurent avant de pouvoir récolter les fruits de leur travail. Le, la possibilité de pouvoir profiter de ce qu'on a acquis est toujours est précaire. Et donc finalement, euh, nous laissons des héritages, toutes sortes d'héritages, nous laissons quelques mots, quelques phrases, quelque chose, mais cette chose ne nous profite pas. Nous ne pouvons pas dire ça profite au genre humain. Est-ce que le genre humain existe? Beaucoup mieux parce il a lu Aristote. Est-ce que ça fait du genre humain un genre meilleur? Est-ce que le genre humain, depuis qu'Aristote a laissé ce qu'a laissé, ou un autre, a cessé d'être ce qu'il est réellement, un animal agressif, grégaire, un animal, comment dire, qui est en même temps grégaire, mais en même temps qui se chamaille. Est-ce que l'être humain a cessé d'être dans l'accumulation, la chose qu'on reproche actuellement, l'accumulation, dans le fait, est-ce que l'être humain est revenu à un âge pré-néolithique et que quelque part, évidemment, le néolithique, la néolithilisation est perçue comme le moment début de la guerre, puisque finalement, le fait de s'être sédentariser a conduit à s'installer, à devoir se défendre contre ceux qui normalement pouvaient désirer obtenir ce que vous avez accumulé, ce que vous avez mis en réserve. Donc, obligatoirement, alors que dans la phase de chasseur-cueilleur, en phase en déplacement, on consomme, on prend ce qu'on prend et on le consomme sur l'instant. Et donc, on n'a rien, on n'a pas à se faire la guerre puisqu'on n'a pas de réserve, il n'y a rien qui puisse être qui puisse avoir de la valeur. N'oublions pas que dans cette histoire, il y a les femmes. La guerre peut être déclenchée parce qu'un groupe aura des femmes et qu'un autre groupe aura pas de femmes, aura besoin de femmes, et donc il peut y avoir aussi la guerre pour le rapt des femmes. Donc la chose est un peu nuancée. Là encore, la nuance, même quand nous, quelque part, nous ne savons pas que la chose que nous disons, que nous défendons, n'est pas totalement, euh, comment dire, acquis, nous savons comme, comme nous sommes persuadés qu'elle est là, claire, acquise, qu'elle est là, claire, nous devons toujours émettre une réserve en disant qu'il faudrait peut-être nuancer. Et à ce moment-là, donc le rapt des femmes, quand il a commencé, est-ce qu'il a commencé beaucoup, est-ce qu'il a commencé dans les communautés de chasseurs-cueilleurs ou est-ce qu'il a fallu attendre la phase de la sédentarisation? Je ne sais pas. En tout cas, voilà une histoire euh, quelque part, quand hier je parlais de figure de l'autorité, moi, actuellement, je suis en train de devenir une vieille, un vieux, pas, pas fondamentalement un sage, mais un vieux aux yeux. Est-ce que je peux devenir une référence? Comment, à mon âge, j'ai encore des questions, beaucoup de questions, et si peu de réponses. Et si peu de réponses innovantes, pour préciser, pour nuancer encore. Ça veut dire, tout le monde peut apporter des réponses, mais la plupart des réponses n'ont rien d'original, elles sont un peu chez tout le monde. Et quelle est la chose qu'on peut apporter là? Ce n'est pas, c'est encore, on revient sur l'autopsychanalyse, là c'est l'ego. L'ego, comment en fait contrôler l'ego, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inflation inutile de l'ego.
La prise de parole telle que je la fais actuellement conduit. Et pour pouvoir exister, pour pouvoir se poursuivre, elle a besoin de l'ego un peu amplifié. S'il n'y a pas d'ego, il n'y a pas continuité de ce propos. Le propos ne peut pas exister. Si je n'ai pas une certaine surestimation de moi-même, je ne peux pas avancer dans la tenue de ce propos. Je vais m'arrêter rapidement en disant ça ne correspond à rien. Ce que je peux dire peut sembler peut-être mal perçu, on peut blesser, heurter, je ne sais à quoi d'autre, mais en aucun cas je suis là en face de et je serai en face de quelqu'un qui dirait celui-là il essaie d'avoir un avantage sur moi. Un avantage, je ne sais pas, mais il essaie d'avoir de l'autorité sur moi ou d'avoir une certaine... voilà, il y a ce risque de l'ego. C'est quoi l'ego? Encore une fois, on tombe sur des termes. Quelquefois, nous, nous sommes souvent nous ne savons pas quoi faire avec les termes. Nous savons que nous utilisons des termes qui nous ont été transmis, nous les comprenons pas toujours, nous les adoptons sans exactement savoir quelquefois quoi en faire. Et puis, leur portée, nous ne la connaissons pas entièrement. Nous ne parlons pas de leur filiation, de leur lignée, mais nous les utilisons. Et quelquefois, nous leur accordons trop d'importance. Ego, faut relativiser. L'ego, oui, surexcité, oui et non. Oui et non. C'est l'affaire de quelques temps. C'est l'affaire du café. C'est parce que j'avais parlé avant que quelque part il restait quelque chose à dire. Et donc, comme un peu la deuxième mi-temps d'un match, malheureusement, c'est une deuxième mi-temps qui se prolonge, alors que normalement, j'avais tenu des propos pendant peut-être 20 minutes. Là, je dois avoir dépassé les 20 minutes, donc c'est un peu déséquilibré. Mais on n'est pas dans un match, on est un peu dans autre chose. Et voilà. Mais ce qui est quelque chose à souligner, là évidemment je ne me fais pas filmer, c'est la chose, la permanence. La permanence que je pense à quelqu'un, et souvent, parce qu'on a beaucoup échangé, même si ça n'a rien produit, mais il reste des traces. Alors évidemment, le concept de trace est vraiment très intéressant. On peut aussi lui ajouter le concept d'imprégnation, marquage, pas le marquage c'est trop, mais une sorte d'imprégnation. Et donc, quelques traces, il y a des termes utilisés dans ces échanges qui ressurgissent de ci, de là, et que je dois avouer, ils sont présents. Alors, évidemment, j'utilise jamais le terme de horde primitive, pour moi, ça correspond à rien, et donc, même le mot primitif, pour moi, est à rejeter. Donc, premier, on peut dire premier quelquefois, mais encore, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, il y a juste des gens qui vivent dans un environnement, ils essaient d'en tirer le meilleur, d'en faire le meilleur usage possible. Sont-ils moins intelligents ou moins doués que d'autres? Je n'en sais rien. On nous mettrait dans le même environnement, on nous mettrait en compétition, on verrait que nous, les hommes contemporains, nous serions totalement diminués. Alors voilà, donc c'est qui le primitif à ce moment-là? C'est qui l'impuissant quelque part? Celui, le basique. Et voilà, donc là, hors primitif, bon. Et après, il y a les gestes qu'on fait. Alors on se découvre, voilà, une certaine permanence, une certaine hérédité, qu'on reproduit des gestes, et des gestes qu'on imite de nos parents. Pour moi, du père, quand il s'exprime, geste du père ou du père et d'autres. Il y a une gestualité qui est la continuité, etc. Là, en parlant de gestualité, j'ai croisé les bras comme si quelque part je ne veux pas
quelque part, c'est bizarre. Donc, pendant que je parle de gestes, je ne fais plus de gestes, alors qu'auparavant j'en faisais. C'est pour ça que j'y pensais. Et voilà, des choses comme ça, beaucoup de choses à dire. Alors, l'autopsychanalyse. L'autopsychanalyse, c'est dans le cabinet d'un psychanalyste vont succéder des tas de gens. Quand vous êtes en face de quelqu'un, soit vous êtes en séduction, soit vous êtes dans une interaction un peu, comment dire, vous faites quelque chose pour lui plaire. S'il vous écoute, si vous avez un rapport un peu amoureux, un rapport quand vous en sortez, vous êtes content, vous avez peut-être l'impression d'avoir été écouté, que vous en ressentez une certaine fierté, une certaine estime, l'estime de vous-même. Et vous pouvez donc, c'est ce qui est marrant de celui qui écoute, c'est qu'il va de nouveau recevoir quelqu'un d'autre et ça peut être la même chose. À chaque fois, on s'imagine qu'on a quelque part qu'on a séduit et qu'on a montré qu'on avait une certaine singularité et qu'on n'était pas comme tout le monde, alors que l'écoutant va voir tout le monde se comporter, va voir tout le monde se comporter de la même façon. Et finalement, pour lui, il y a personne qui sort du lot, finalement, qui sortirait de l'eau, donc du lot. Et donc, moi, donc, je n'ai pas à subir cela. Donc, je suis mon propre écoutant. Et donc, j'essaie de me séduire moi-même. J'essaie de démontrer que ce que je peux dire a de la valeur, d'abord et avant tout pour moi-même. Après, évidemment, si je l'écoute, ça va être un peu moins dans la bonne appréciation. Après, c'est cela. Donc, l'auto-psychanalyse, évidemment, elle est toujours menacée par l'arrêt. L'arrêt, c'est simple, on l'arrête. Et, et c'est la chose dont j'ai hérité de cette personne dont je parlais, c'est cette stratification des choses, cette mise en niveau. Ou alors je l'avais déjà et je l'ai poursuivi. Et donc je dis la base, voilà, s'arrête. Et après je monte. Je monte en graduation. Et je dis, elle peut tourner en rond, elle peut finalement s'auto intoxiquer, je ne sais pas comment dire, être non pas tourner en rond, mais être carrément prisonnière d'une vision un peu unilatérale, puisqu'il n'y a pas l'autre, il faut le convoquer, ce n'est pas évident, donc uniquement par le biais comme ça, un biais de façon totalement indirecte, et l'autre, il faut qu'il soit là directement, par sa chair, par sa corporalité, par sa présence, c'est-à-dire effective. On le voit, là, il bouge, il respire, il réagit pas. On doit en tenir compte, et selon, évidemment, en fonction du langage, au moins le langage corporel, on agit, on rectifie, on change de propos, alors que là, il n'y a pas ce stimulus extérieur, cette confrontation, et donc c'est un des écueils majeurs qui colle obligatoirement à ce type d'exercice. Après, évidemment, est-ce que la psychanalyse ou l'autopsychanalyse, elle a pour fonction là d'aller creuser dans la mémoire de l'individu, dans ses traumas, dans son parcours psychologique, dans ses affects, etc. Et seulement cela, ou est-ce qu'elle peut aussi s'intéresser à son origine sociale, d'autres pourraient ajouter de classe, à sa langue, à la langue aussi qui détermine un certain rapport au monde,
à sa position dans la famille, à son environnement. Je ne sais pas, quelqu'un qui habiterait en bord de mer aurait peut-être verrait les choses, la vie différemment que celui qui vivrait à l'intérieur des terres et des choses comme ça. Est-ce que l'environnement, non pas l'environnement, c'est-à-dire euh, mythologique ou symbolique, etc., mais l'environnement géographique, l'environnement, l'alimentation, les rythmes, comment sont vécus les rythmes, les saisons, des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus étendu et beaucoup plus global que la simple psyché? Est-ce que la psyché, elle est en lien organique avec plein d'autres choses? Quelle est la résultante quand elle a une caractéristique, quand elle a une couleur particulière, quand elle a une expression particulière? Est-ce qu'elle, par là, elle ne témoigne pas de son attachement ou de son affiliation à quelque chose de beaucoup plus évidemment qui la marquerait? Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir bu beaucoup de thé à la menthe, est-ce que ça colorerait pas la psyché de certaines façons? Est-ce que ça la rendrait pas simplement plus sensible à ce mélange qu'un autre, à ce breuvage plutôt qu'à un autre, etc., etc. Et donc, l'auto-psychanalyse, comme ultime, d'une certaine façon, à un certain moment, comme ultime tentative de reprise de contrôle. Simple phrase. Là encore, la façon que j'ai d'avoir un propos comme ça en premier et de le dire, ce propos-là, je le dis, mais quelque part je l'évacue, je le dis parce qu'il existe et j'affirme sa réalité, mais je le minore. Là, c'est l'autre, c'est quelqu'un qui s'exprimerait à travers moi d'après ce qui me reste comme souvenir, qui me reste comme sentiment. J'ai le sentiment que comme on est génétiquement le représentant d'une diversité qu'on a du mal à imaginer, quand on parle, on est aussi la voix d'un certain nombre de voix qu'on a recueillies. On est le porte-parole d'une multiplicité de gens qu'on a côtoyés, des choses qu'on a écoutées, qu'on a fréquentées, et on les reproduit. On est dans la reproduction, fidèle ou pas fidèle, mais on est dans une certaine continuité, ou voilà, pour ne pas parler d'une certaine imitation. Alors voilà la chose. Donc, je fais vivre quelqu'un alors qu'en fait, il est ailleurs, et on fait vivre des gens alors qu'en fait, ils ne sont plus de ce monde. Et voilà, donc l'autopsychanalyse, comme à un moment donné, euh, quand on a plus grand chose à faire, il nous reste que ça à faire. Affirmer qu'on est une personne, qu'on a des capacités, que quand le réel, il devient inaccessible, malgré tout, le fait d'en parler, de l'entreprendre de cette façon, permet quand même une certaine façon, de le forcer à le considérer comme existant, comme part entière de de sa don, de sa corporalité ou corporéité. Et donc, voilà, on s'inscrit encore dans l'existant, dans le réel, à travers ces mots. Autrement, on est dans quelque chose qui n'a pas de nom. On ne peut pas dire qu'on est dans un néant, puisqu'on est encore un être biologique et même un être psychique, diminué, mais existant tout de même. Et donc, le néant, c'est quelque chose dont on parle, mais qu'on ne peut pas connaître.
Alors voilà, c'est comme pour toutes les choses dont nous parlons comme ça, mais nous en avons une idée. Voilà. C'est une idée qui se transforme selon à travers les siècles, quelquefois, voilà, comme pour la déité, nous en avons une certaine préscience, nous avons, quelquefois aussi, nous en exprimons le besoin, mais après, chacun met comment dire, colorie la déité avec ce qu'il a à sa disposition, la personnifie à sa façon, lui accole tel ou tel caractère, telle ou telle qualité, telle ou telle spécificité, mais la déité en elle-même, elle reste. Et voilà, mais qui en a la meilleure approche, personne ne le sait. Donc pour le néant, là aussi, c'est quelque chose que, d'une certaine façon, à un moment donné, il y avait le vide, l'idée ou le concept du vide intersidéral. Maintenant, avec cette histoire de la matière noire, est-ce qu'il est possible de parler de vide? Est-ce que, par exemple, quand nous parlons de l'extension de l'univers, est-ce que, par exemple, l'extension, comment peut-il y avoir d'extension à l'infini presque sans qu'il y ait production de la matière? Est-ce que, par exemple, l'extension, est-ce que la molécule qui était d'une certaine, pas densité, mais une certaine surface, est-ce qu'elle va s'agrandir? La densité, l'extension, c'est à partir du même corps, la même surface, la surface va s'allonger. Voilà, on voit. Mais on va s'allonger comme le, la, 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 les, la torture qu'on faisait, c'était qu'on faisait d'allonger les membres d'un prisonnier, évidemment, jusqu'à le tuer. Et donc, est-ce que l'extension va être jusqu'à la fin, jusqu'à ce que faire un peu exploser les, évidemment, il n'y a pas de mort définitive, donc, mais est-ce que ça va pas donner autre chose? Est-ce que le fait, est-ce que les formes vont pas changer, se transformer, etc. Donc, en tout cas, le néant, étant entendu comme un vide, n'a pas de sens non plus. Mais métaphoriquement, disons que la chose qui, comme on parle de quelqu'un, on dit voilà, il reste à l'état de fantôme, il est un peu entre les deux mondes, il n'est ni vivant ni totalement mort, alors il attend une occasion pour pouvoir passer de l'autre côté et vraiment confirmer sa propre mort ou son passage à autre chose, puisqu'il ne peut plus revenir en arrière, donc, mais il ne peut pas non plus rester dans l'état d'entre-deux. Et donc le néant, ce serait un état d'entre-deux, ni mort ni vivant, et, euh, et un état inconfortable qui ne peut pas durer éternellement. Donc on parle du néant, on parle de quelque chose qui n'a pas d'identité propre, qui est un peu insondable ou qui est un peu inconfortable plutôt. Euh, voilà donc un néant social, un néant psychique, un néant des choses comme ça. Ça ne veut pas dire rien, mais ça veut dire quelque chose qui est pas clair, qui n'est pas satisfaisant, qui ne doit pas se prolonger. Et voilà, donc l'autopsychanalyse, là j'atteins, j'ai un problème avec une jambe qui me fait mal, mais j'atteins là encore, est-ce que je vais trouver de quoi me relancer? J'atteins un peu les limites de cette expansion. Tout à l'heure, l'expansion de l'univers, l'extension, en fait on dit l'expansion. Alors donc je retrouve le terme exact. L'expansion de l'univers, est-ce que je vais encore avoir de quoi m'expander, si le verbe est comme ça, mais ou est-ce que je vais devoir m'arrêter puisque j'aurais épuisé la charge que j'avais. Là encore, la charge symbolique, je pense que là, je la récupère
de la même personne à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, qu'est-ce que c'est énorme ce qu'elle m'a laissé cette personne, a priori, puisque on peut faire la confusion, quelque chose peut venir d'ailleurs, et on se dit, et on a l'impression qu'elle vient d'une source, alors qu'en fait elle vient d'une autre. Et il y a aussi la France Culture qui irradie, qui est là partout, France Culture avec ses multiples voix. Après voilà, donc c'est cela. Donc on est un peu la voix de de ses maîtres, si je puis dire, pas de son maître seulement, mais de ses maîtres, étant entendu qu'il n'y a pas de maître. Nous affirmons, là, une chose à laquelle je voulais donc, je me relance comme ça. Fondamentalement, quand nous disons qu'il faut mûrir, qu'il faut grandir, qu'il faut devenir un adulte, il y a un moment donné où nous refusons les figures d'autorité. Et comme je refuse la figure du maître, je refuse la figure d'un souverain de quelque nature que ce soit, divine ou autre, d'un maître, d'un puissant, d'un souverain, d'un seigneur, etc. Est-ce que, fondamentalement, là encore, le surmoi, est-ce que le surmoi, dans ces, est-ce que il ne doit pas, d'une certaine façon, à un moment donné, la raison, le réalisme ne doit pas me conduire à accepter. Puisque finalement, je n'ai pas la toute-puissance, je relance à l'idée de toute-puissance, je dois accepter qu'il puisse exister des gens plus puissants que moi. Et à ce moment-là, quand j'affirme la puissance de quelqu'un, je ne fais qu'acter quelque chose qui existe en dehors de moi. Évidemment, je confirme le statut de supérieur de quelqu'un, mais je ne suis car je ne compte pas fondamentalement, je compte peu, puisque la multitude la, euh, le confirme. Et la multitude, c'est évidemment quelque chose qui m'est supérieur. Je peux contester, mais la multitude, elle dit autre chose. Alors, est-ce que je dois aller avec la multitude? Et à ce moment-là, se pose la question comment dire, de ce qui est à soi et ce qui est à tout le monde. Et quand on dit, par exemple, les contrôles exercés par l'État ou par d'autres organismes, les contrôles pour la protection de la société, voilà comme ça que c'est légitimé, justifié. Comment est-ce que normalement, quand je refuse l'installation de caméras de vidéosurveillance comme ça, où je suis contre le fait qu'on surveille ce que je fais ou je ne fais pas, etc., etc. Est-ce que le fait de refuser cela, est-ce que, là encore, c'est une survivance d'un âge révolu? Est-ce que là, ce n'est pas une anomalie, un anachronisme, quelque chose hors du temps, qui ne doit pas exister? Anomalie, anachronisme. Ah, t'es fort, mon vieux. Non, je ne suis pas fort, c'est juste, à un moment donné, il faut prouver. On est encore l'élève. Donc l'élève qui dit élève dit maître, là encore, on revient à cette contradiction. Et encore, malgré, il y a encore, on se dit voilà, il y a toujours plus adulte que soi, il y a toujours une sorte d'adulte un peu d'adulte un peu générique, et même quand on est tellement adulte, très adulte, on peut être encore dans la situation de celui qui veut démontrer qu'il est intelligent. Donc, quand j'utilise à bon escient, dans le bon contexte, le mot anomalie, et que j'ajoute anachronisme, là, je rejoins par exemple quelqu'un qui a été, à un moment donné, celui qui m'avait initié à l'art préhistorique, et à ce moment-là, nous regardions un film et il disait ça, c'est anachronique. Et je lui rends hommage, même si je l'ai très peu connu, par le fait qu'il m'ait transmis cette idée d'anachronisme. Et souvent, je l'oublie, ma mémoire l'oublie. Et là, c'est un aspect. Donc, ma mémoire m'a permis de trouver le mot anomalie. Et là, c'était facile. Celui-là, je ne l'oublie pas. Mais par contre, le mot anachronisme, là, dans les films représentant
l'Antiquité, les films, comment dire, les films un peu mythiques, il y a foule d'anachronismes, mais c'était un spectacle et c'était pas une reproduction fidèle. Même quand on fait aujourd'hui, ce matin, je me rappelais quelque chose qui est de l'ordre de la, qui est de l'ordre, évidemment, qui ne passe pas. Quelqu'un qui représente le 19e siècle, par exemple, et qui habillé, évidemment, à la mode de cette époque, et il n'y a aucune plissure, aucun pli, aucun signe d'une certaine usure sur ces vêtements. Les vêtements sont toujours neufs. Évidemment, on vient de sortir de l'atelier et normalement, il faudrait qu'il y ait quelque chose. Et c'est cela qui échappe. C'est vraiment euh, une, quelque chose là aussi à ce degré d'invraisemblance, pour changer du mot anachronisme, d'invraisemblance. Et voilà. Et il y a comme ça plein de choses. Est-ce qu'il faut prouver, s'auto-prouver des choses? Est-ce que il faut toujours être dans une sorte de concours pour contre qui en concours, je ne sais pas. Voilà donc cette séance ou cette pseudo-séance ou ce n'importe quoi de l'auto-psychanalyse. Je n'oublie pas que l'inventeur de la psychanalyse a fait son auto-psychanalyse. Évidemment, je me revendique de la figure tutélaire suprême pour revendiquer le droit à exercer à prendre la décision de faire de l'autopsychanalyse. Euh, je souvent, comme je le regrette pour Lénine, le fait qu'il était impuissant pendant 1 an et quelques avant sa mort, et puis je regrette pour Freud son cancer, parce que je peux dire, nous on reste avec les écrits et on a comme ça un rapport à quelqu'un presque éternellement vivant. À un moment donné, on est d'accord, certains n'ont pas été d'accord avec sa théorie de la pulsion de mort, est-ce qu'il y avait aussi la pulsion de vie? Je ne sais plus, mais en tout cas la pulsion de mort, et ils l'ont contesté, etc. Il y a encore des gens qui écrivent pour le désacraliser, encore pour le délégitimer ou le déconsidérer, peu importe, des travaux critiques très, quelquefois, un peu à charge. Mais en tout cas, n'oublions jamais que la personne qui à un moment donné bénéficiait de ses capacités physiques et mentales entièrement, à un moment donné, a été confrontée à l'affaiblissement, confrontée à la maladie, confrontée au terrible cancer, et qu'il a dû beaucoup souffrir et qu'il a dû voir venir la mort. Et à ce moment-là, ni autopsychanalyse, ni bonne figure dans le milieu viennois de l'époque, rien n'a pu le sauver. Comme par exemple, on va dire aujourd'hui, le cerveau d'Einstein est conservé, si c'est vrai, parce que, et non, on pourrait dire, comme des gens essaient de copuler ou d'avoir pour géniteur des prix Nobel, on pourrait dire, voilà, nous devons tout faire pour que ceux que nous considérons comme des génies, comme des précurseurs ou comme des personnalités très particulières, nous devrions tout faire, soit pour les ressusciter, soit pour les maintenir en vie. Et évidemment, là, à son époque, pour l'instant, nous-mêmes, ce n'est pas possible, et à son époque, encore moins. Donc, il pouvait bénéficier de l'estime du monde entier de son époque. Ça ne pouvait pas, ça ne pouvait pas le préserver ou de la douleur, l'empêcher de mourir dans d'atroces souffrances, et il a dû souffrir
beaucoup. Et il a dû, évidemment, revoir sa façon de voir les choses. Évidemment, à un moment donné, la psyché, peu importe le degré de compréhension qu'on a pu atteindre à son propos, la psyché ne peut rien contre les défaillances programmées ou pas de l'organisme, c'est-à-dire la psyché ne fait pas tout, le corps a ses raisons que la psyché n'a pas, le corps lui-même, puisque c'est un corps composite, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la psyché et qui travaillent contre la psyché, qui travaillent en dehors de la psyché et qui travaillent à la déstructuration de ce corps psyché compris et qui travaillent à la dissociation de la matière composant ce corps. Et évidemment, je ne sais pas où se trouvent les éléments dissociés du corps de Freud. Évidemment, ont-ils encore un séjour ici-bas sur Terre? Ont-ils rejoint en partie, certains rejoint l'univers, la matière, rejoint le cosmos, je ne sais pas. Je sais que la Terre reçoit des fragments de matière en permanence, des poussières cosmiques. Est-ce que la Terre, elle aussi, est-ce qu'elle garde tout ou est-ce qu'elle renvoie certaines choses elle-même, soit à travers les rejets volcaniques ou soit par mécanisme que moi dont j'en ai pas entendu parler? Est-ce qu'il n'y a pas d'échange? Est-ce que la Terre ne fait que prendre et qu'elle ne renvoie pas? Évidemment, la Terre renvoie la chaleur, une partie de la chaleur qu'elle reçoit, mais est-ce que aussi elle ne renvoie pas une partie de la matière qu'elle reçoit? Voilà une question. Après, tout ce que nous sommes ramenés, je suis ramené à cette conclusion que quoi que nous fassions, il y a un destin biologique auquel nous ne pouvons pas nous échapper et que, évidemment, nous pouvons à un moment donné nous sentir un peu en dehors de cette marge, en dehors de cette temporalité, quelque part un peu préservée. C'est une illusion qui peut durer quelque temps, mais en pouvant aussi, un moment, comment dire, j'ai oublié, dans cette histoire qu'on a par rapport à la fatalité, euh, nous avons aussi quelques moments de répit. J'ai oublié ce que je voulais dire. Quelques moments de répit, mais voilà, quelque chose contre laquelle nous crions, quelque part, nous faisons quelquefois beaucoup de bruit, nous manifestons bruyamment notre refus ou notre comment dire, opposition, mais finalement, nous sommes vaincus. Quoi que nous fassions, nous sommes vaincus. Et ce que nous avons accumulé euh, physiquement ou mentalement et nous est quelque part nous est arraché. Nous perdons l'usage de notre corps, nous perdons l'usage de notre esprit, de notre psyché, et nous perdons la mémoire de ce que nous avons recueilli. Est-ce que quand on dit la matière, elle est remise un peu en circulation, mais est-ce que les souvenirs, est-ce que les paroles, est-ce que le mot que nous avons retenu, est-ce que les choses comme ça, est-ce qu'elles vont quelque part ou est-ce elles sont perdues à jamais? Perdues à jamais, sauf à, à obtenir un sursis à travers ce type de support en passant par la phase numérique avant peut-être de se perdre définitivement, puisque par essence, cette phase numérique est une phase transitoire peut-être, mais elle n'est pas éternelle. Il peut y avoir un moment où tout ce qui est numérique soit soumis à la destruction, soit soumis à la marque du temps, soit soumis à la
à la dégradation. Et donc, certaines choses peuvent nous survivre dans leur intégrité pendant un certain temps, mais voilà, mais nous serions déjà morts, nous serions déjà dégradés, décomposés. Voilà, nous approchons toujours de ce territoire de la mort qui est un terme un peu générique, un peu fourre-tout, et quand nous parlons de décomposition, mais heureusement ou malheureusement, sans ressentir le corollaire. Une décomposition, ça sent mauvais. En tout cas, pour notre nez à nous, ça sent mauvais. Un œuf qui se décompose, c'est horrible, mais c'est horrifique. Mais un corps qui se décompose, là aussi, c'est une vision et des odeurs insupportables. Donc, la décomposition, c'est aussi quelque chose mais nous n'avons pas. Même si nous avons quelquefois rencontré l'odeur de la putréfaction, nous ne gardons pas un souvenir. Donc l'œuf est encore plus fort, l'œuf pourri, mais la putréfaction, le souvenir n'est pas associé. Quand nous utilisons le terme de décomposition, nous n'avons pas le remontée de ce souvenir de cette chose-là. D'ailleurs, j'en ai parlé hier, et cette mémoire olfactive, elle n'est remise en activité quand elle rencontre le stimulus correspondant. Sinon, il n'y a pas. La mémoire olfactive n'est même pas une mémoire abstraite. Elle est juste comme ça, elle existe par quelques métaphores, quelques petits arrangements linguistiques, mais autrement, la mémoire olfactive, elle a besoin d'être de nouveau rechargée à chaque fois pour pouvoir fonctionner. Et après, il y a la mémoire auditive, celle-là, autre chose. La mémoire visuelle, c'est autre chose. La mémoire gustative, là aussi, elle a besoin d'être chose comme ça. C'est la chose qu'on reconstitue. Encore la mémoire gustative, on la reconstitue de façon plus ample, j'ai l'impression plus riche que la mémoire la mémoire olfactive. Voilà, donc je navigue dans une langue qui est évidemment l'héritière d'un certain nombre d'autres idiomes. Et j'utilise cette langue depuis beaucoup d'années. Est-ce que je suis dans cette langue ou est-ce que je suis ailleurs? Est-ce que c'est moi qui parle à travers cette langue ou est-ce que c'est une version, une version de moi-même? Est-ce qu'il s'agit de moi ou d'un être différent? Et est-ce que cette langue change ma façon? Ça, je le sais. Mais jusqu'à quel point elle change mon rapport au monde, ma façon de présenter, ma façon d'argumenter, ma façon de me souvenir, ma façon d'utiliser ce que j'ai en potentiel. Et après, voilà. Donc c'est cela. Mais si je me relance sur ce registre-là, je ne vais pas arrêter. Et comme dirait l'autre, il faut savoir arrêter une séance, il faut savoir arrêter une psychanalyse, il faut savoir arrêter un volet d'une autopsychanalyse, il faut savoir arrêter. Est-ce que c'est vraiment pourquoi cette injonction? D'ailleurs, on peut se poser la question, l'injonction. Qu'est-ce que c'est que cette injonction? Il faut arrêter. On va dire simplement, encore je reprends la façon de raisonner de cette personne, pourquoi arrêter quelque chose qui nous fait du bien? Pourquoi arrêter une psychanalyse? Puisque si elle permet de toujours être dans une sorte de de tempérance vis-à-vis du monde, si elle permet d'être un peu pas trop dans le conflit avec le monde, pourquoi pas? Ou avec soi-même, pourquoi pas? Continuons jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle, l'auto-psychanalyse par exemple. Il n'y a pas quoi arrêter.
Donc, ça sonne comme le truc faux, ça sonne comme sorte, une injonction. Maintenant, je suis guéri. Non, on guérit pas. Quelque part, là, je reprends encore, on guérit pas. Cette histoire de psychanalyse, on guérit pas. On, on, on donne peut-être, on est un peu moins facile à corrompre, on est moins facile à céder à certains de nos travers. Voilà. C'est-à-dire, je peux utiliser ma personne, mais je sais que je connais ses limites. Voilà, tout simplement. Euh, Nous rendre une certaine mobilité, par exemple, mais mieux une mobilité réduite que rien du tout, qu'une immobilité définitive. Une mobilité, voilà un peu le psychanalyse ou l'autopsychanalyse permet un peu de composer avec le monde, là encore un terme. Je suis plein de termes pardon, qui ne sont pas moi, ces termes-là. Qu'est-ce que je peux faire? Et ils sont là, composés. Voilà. Et donc, je fais, je fais. Alors, le mot faire, toujours entre le mot faire et le mot être. Je suis, j'affirme. Et après, qu'est-ce qui précède? Qu'est-ce qui est plus important? Le faire ou l'être? Tout simplement, rien. Il faut, il faut appuyer sur le bouton. Il faut appuyer sur le bouton. Il faut appuyer sur le bouton. Il faut appuyer sur le bouton.